Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Noé et je suis là pour vous présenter une série de podcasts que nous avons décidé d'enregistrer avec Pascal Pot. Si vous ne le connaissez pas encore, Pascal est un semencier bio, il produit des semences avec sa femme Rachel sur toutes sortes de légumes, en particulier des tomates, car c'est comme ça que les gens ont nommé ce lieu ici comme étant le conservatoire de la tomate. Je peux aussi dire que tu es un chercheur, car tu as trouvé des moyens ou des procédés pour rendre ces variétés anciennes de légumes très résistants à la sécheresse, aux maladies, aux excès d'eau par exemple. Ça fait plus de 30 ans que tu travailles à développer naturellement des résistances sur des variétés anciennes de légumes qui n'ont reçu aucune modification génétique. Ça, c'est important de le rappeler. Les gens viennent d'ailleurs du monde entier pour acheter tes semences et apprendre de ton savoir, notamment grâce à ton site internet lepotagerdesanté.com. Juste avant de commencer, tu m'as expliqué un peu les sujets principaux que tu voulais aborder lors de ce premier podcast. La chose sûre, c'est que ça deviendra de plus en plus intéressant et que pour mieux pouvoir comprendre, il est important d'écouter le début. Je vous encourage donc tous à bien rester jusqu'au bout. Bonjour Pascal. Bonjour. On est le 10 octobre 2021, on est à Olmet, chez toi, dans ton bureau. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Oui, quelque chose qui est fondamental, mais c'est à moitié, c'est pas que ça n'ait pas de rapport avec l'agriculture, ça a beaucoup de rapports, même si ça ne paraît pas directement de prime abord, parce que en fait, ça relève un petit peu de la philosophie, de la science, de l'astrophysique, un peu de tout. Mais je pense que c'est pas mal d'avoir une idée de notre rôle dans l'univers, à nous les humains. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui s'imaginent que on est là pour contrôler la nature, alors qu'ils oublient complètement qu'on en fait partie, au même titre que les vers de terre, par exemple. Et chaque espèce vivante dans la nature a son rôle, même si on la connaît pas toujours. Mais tout est utile et sert à quelque chose, et fait partie de la vie. Et donc, c'est quand même important parce que le truc, donc là je vais dévier sur une autre chose, il faut que je raconte une histoire, parce que on peut se demander, oui, quel est le but de notre existence aussi. Alors sur Terre, il faut savoir que un de nos rôles principaux, ça a toujours été de faire voyager des graines de plantes. Et de tout temps. Il n'y a pas que nous, il y a des tas d'animaux qui font la même chose. Mais nous, on est spécialement doués pour ça, pour les faire voyager loin et d'amener des graines de plantes un peu partout. Voilà. Et bon, on n'a pas que ça comme rôle, parce que on peut aussi faire comme les vers de terre, d'aller chercher des trucs assez profonds dans la terre et de les remettre à la surface. C'est pas toujours bénéfique pour nous-mêmes, mais probablement que pour la nature, ça doit l'être. Et d'ailleurs, c'est même le cas, par exemple, pour dans une certaine mesure pour le CO2, parce qu'on va chercher du carbone qui est emprisonné, parce qu'à l'origine, le carbone, il sort des volcans. C'est les volcans qui dégazent beaucoup, qui ont toujours dégazé beaucoup de carbone. Et maintenant, apparemment, les volcans, il y en a un peu moins qu'il y a des millions d'années ou quoi. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, il y a des scientifiques qui ont dit que normalement, sur Terre, la vie s'éteindrait avant d'autres raisons, par manque de CO2 dans l'atmosphère. Parce qu'au fur et à mesure, il y a des tas de carbone qui sont emprisonnés dans des roches. Tu as par exemple les roches calcaires. Eh ben, c'est du carbonate de calcium et de magnésium. Et ça veut dire, tu as 20% par exemple de magnésie, 30% de calcium. Le reste, c'est du carbone. Sauf que personne n'a jamais trouvé le moyen de brûler du rocher calcaire.
Mais sinon c'est un peu comme du charbon ou du pétrole, en théorie du moins. Voilà. Mais le carbone est emprisonné dedans. Et apparemment, il n'y a aucun moyen de le faire ressortir. En tout cas, on l'a pas trouvé. Et il y en a une autre partie qui se trouve dans le pétrole ou le charbon, quoi. Mais le fait est que plus il y a du CO2, plus les plantes poussent. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué, il suffit d'aller voir les gens de l'ONF, eh ben, ils sont tous d'accord de dire que les arbres actuellement poussent 3 fois plus vite qu'en 1910. Les plantes de grande culture produisent 3 fois plus. Alors il y en a plein qui disent c'est parce qu'on a amélioré l'agriculture, parce qu'on a fait des sélections de plantes plus productives et tout ça, mais c'est pas vrai. Les arbres dans les forêts naturelles, personne les a sélectionnés, personne n'y a mis l'engrais, personne ne les a cultivés, ils poussent tout seuls, et ils poussent aussi 3 fois plus vite qu'en 1910. Ce qui est bien la preuve que c'est pas du tout grâce aux sélections ou aux méthodes culturales que les plantes de grande culture produisent 3 fois plus qu'en 1910. C'est juste parce qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Alors ça, c'est un avantage. Parce que du coup, eh ben, ça produit 3 fois plus. Donc on peut nourrir aussi 3 fois plus de gens. Et 3 fois plus d'animaux, et ça fait qu'il y a plus de vie. Parce que il n'y a pas que nous, hein. Et ni ce qui est cultivé, tout pousse mieux. Est-ce que tu penses que ça influe sur la hauteur aussi des arbres, par exemple? Est-ce qu'ils sont plus hauts qu'avant, tu penses? Ils finissent, les arbres montent toujours plus haut, ouais. Alors du coup, oui, ils peuvent monter plus haut. Hein. S'ils poussent plus, comme ils grandissent tout le temps. Et d'ailleurs, à l'époque, je sais pas, des dinosaures ou quoi, il y avait plus de CO2 dans l'atmosphère. Il y a eu des époques, en tout cas, on sait qu'il y a eu beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère. Mais c'est par cycle, parce que ça dépend des éruptions volcaniques et tout ça. Mais du coup, à l'époque, il y avait des forêts géantes d'arbres qui faisaient 100 mètres de haut, hein, ou peut-être plus. Voilà. Mais voilà, alors ça, c'est un des avantages. L'autre, par contre, il y a un inconvénient quand même très grave, c'est les effets de serre qui font augmenter les températures sur la Terre. Alors, le truc, c'est que là, on peut rentrer dans un sujet qui est un peu plus... il y a tous les scientifiques actuellement qui sont tous d'accord de dire que, enfin, c'est en tout cas une grande mode, hein, que tout est dû à l'activité humaine et aux gaz à effet de serre. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, parce qu'il y a en gros 2 courants de pensée. Il y a des gens comme Donald Trump, et puis il paraît qu'il y a une jeune Allemande qui fait des trucs sur les réseaux, sur Internet et tout ça, ces gens-là disent que non, le réchauffement climatique n'est pas du tout dû à l'activité humaine et que ça n'a rien à voir. Alors, la chose, c'est qu'il faut vraiment étudier la question. Et moi, j'ai étudié vraiment la question, et on peut, en fait, les 2 courants qui sont soi-disant opposés ne sont pas du tout opposés. C'est ça qui est aberrant. Les gens se disputent pour dire non c'est ça, non c'est ça. Hein. Et ben en fait c'est les 2. Mais la deuxième version, il faut la comprendre aussi. Parce que ça c'est très difficile, et en tant qu'humain, on refuse de le savoir. Moi-même, j'avais toutes les données depuis presque 15 ans. Et il y a que 1 an ou 2, là, 2 ans, oui, 2 ans, que j'ai fini par connecter les informations ensemble. Parce qu'en fait, dans mon esprit, je refusais de le savoir. Et voilà, là, je peux raconter une histoire, c'est que, en fait, dans les années 2005 ou 2006, il y a un ingénieur d'une usine qui était apparemment, il me disait, la seule qui fabriquait encore des panneaux solaires en France, parce que toutes les autres sont parties fabriquer ça dans d'autres pays comme la Chine. Et il m'a expliqué, cet ingénieur, que, en fait, dans les années 70-80, quand on a commencé à faire des panneaux solaires, on a déterminé des normes en laboratoire, pour déterminer ce que c'est qu'un watt-crête. Alors, un watt-crête,
C'est le maximum que puisse produire un panneau solaire. Donc si on fabrique un panneau solaire qui fait 100 watts crête, ça veut dire que dans les meilleures conditions d'ensoleillement, de température, ça veut dire température pas trop élevée parce que les panneaux solaires n'aiment pas du tout la chaleur, et ben dans les meilleures conditions, il ne peut pas dépasser 100 watts. Une production de 100 watts. Et ça, c'est 100 watts crête. Et donc cet ingénieur, il y a une quinzaine d'années, m'a expliqué que évidemment, ces normes, elles ont été déterminées dans les années 70-80, comme on dit, un centimètre c'est 1 centimètre et 1 mètre c'est 1 mètre. Et ça change pas. Et donc, il m'a expliqué, mais maintenant, si t'achètes un panneau solaire de 100 watts, c'est génial parce que il va te produire 125, 130 watts. Moi, je dis, ah ouais, c'est super. Oui, c'est vraiment rentable. T'achètes un panneau qui est censé ne faire que 100 watts maximum, et régulièrement, il te produit 120 ou 130 watts. C'est super. Mais j'ai pas voulu savoir ni comprendre pourquoi. Jusqu'il y a 2 ans, là, il y avait une canicule au mois de juin, il faisait plus de 50 degrés à l'ombre ici. Et là, j'en pouvais plus, et à 2h d'après-midi, j'ai été regarder je me suis mis dans le canapé, à l'ombre, au frais, à la maison, et j'ai regardé une émission sur Arte qui s'appelait l'Odyssée interstellaire. Et là-dedans, il y avait entre autres un physicien, un astrophysicien, qui expliquait des choses très intéressantes. C'est que déjà, pendant toutes ces études d'astrophysique, on lui a menti en lui racontant que notre soleil est un soleil, une naine jaune. Sauf que notre soleil fait partie, et ça j'ai vérifié, effectivement, tout le monde est d'accord, tous les astrophysiciens sont d'accord, notre soleil fait partie des 5% des plus gros soleils de la galaxie. Mais on continue à l'appeler une naine jaune. On peut se demander pourquoi. Ben la raison, c'est pour se rassurer, je pense. Parce que le truc, c'est que tout le monde sait aussi que plus un soleil est gros, plus sa durée de vie est courte. Alors le nôtre, on l'estime à 10 milliards d'années, sa durée de vie. Et on sait qu'on est déjà un peu plus de 5 milliards d'années. Et, ah oui, pour en revenir à l'histoire de naine jaune, alors que ça fait partie des 5% des plus gros soleils, c'est comme, par exemple, les humains, ils mesurent entre 1,20 m pour les gens qu'on dit qui sont nains, et 2,40 m pour les plus grands. Et donc, si quelqu'un fait partie des 5% des personnes les plus grandes, c'est-à-dire entre 1,92 m environ et 2,40 m, on va pas dire c'est un nain. C'est totalement dingue. Effectivement. Voilà. Donc, voilà, c'est déjà un truc complètement dingue. Alors, il expliquait aussi, cet astrophysicien, qu'en fait, à l'époque des dinosaures, il y a quelques millions d'années, eh ben, le Soleil a déjà commencé à augmenter de puissance. Et qu'à l'époque, avant ça, Vénus, la planète Vénus, était dans la zone tout à fait habitable. Sauf que maintenant, il fait 400 degrés en moyenne dessus. Parce qu'en fait, depuis quelques millions d'années, le Soleil a déjà commencé légèrement, probablement à grossir, et surtout à augmenter de puissance. Voilà. Et bon, parce que il faut peut-être que je recommence à rappeler ce que c'est que la durée de vie d'un soleil. En fait, un soleil comme le nôtre, tous les astrophysiciens estiment, et normalement, parce qu'on a pu observer l'évolution d'autres soleils plus ou moins loin, semblables avec les télescopes, vu que plus on regarde loin, plus ça recule dans le temps. Donc on peut, si on compare quelque chose de comparable, on peut voir l'évolution. Et en fait, ce qu'il y a c'est que quand on dit que ça a 10 milliards, notre soleil a 10 milliards de durée de vie, c'est jusqu'au moment où il est carrément éteint. C'est pas 10 milliards où il va rester comme on le connaît actuellement.
Et là, il a déjà commencé, on sait qu'il va grossir jusqu'à englober l'orbite de la Terre, c'est-à-dire que la Terre se retrouverait à l'intérieur normalement. Et après, ça va peut-être durer encore 1 milliard ou 1,5 milliard d'années. On sait pas très bien. Après, il va commencer à se rétracter pour finir par devenir une naine blanche, toute petite, blanche, parce qu'il n'est pas censé exploser en supernova. Il est quand même pas assez gros pour ça. Et après, il va encore finir par s'éteindre pour devenir une naine brune que plus personne verra. Mais ça, c'est les 10 milliards d'années. Donc si on compte encore 1 milliard qui grossissent, et après que pendant encore 2 milliards d'années il se rétracte et qu'il y a encore 1 milliard d'années pour s'éteindre, voilà. Là, il a déjà dépassé plus que la moitié de sa durée de vie et il a déjà commencé à grossir. Donc, la vie sur Terre n'est pas non plus éternelle. Si on regarde par rapport, donc là, quand j'ai vu cette émission où cet astrophysicien expliquait ça, eh ben, j'ai connecté l'histoire des panneaux solaires. Et là, je me suis rendu compte, parce que les panneaux solaires, faut être clair, ça capte l'énergie de la lumière, ça capte les photons. Ça ne capte pas ni les UV, donc ça n'a rien à voir avec la couche d'ozone. Ça ne capte pas la chaleur, mais ça n'a rien à voir avec la chaleur. Au contraire, ils produisent moins quand il fait trop chaud. Donc on peut pas l'expliquer ni par les gaz à effet de serre, ni par la destruction de la couche d'ozone. Il y a aucune de ces raisons. Alors il y a bien des cycles, mais qui durent que d'1 an, ou des autres cycles de 11 ans, par rapport aux éruptions magnétiques du Soleil et tout ça, les éruptions solaires, mais il n'y a pas de cycle, à ma connaissance, il n'y a pas de cycle de 30 ans, ni par rapport à l'orbite de la Terre autour du Soleil qui est pas toujours absolument à la même distance, mais normalement ça ne dure qu'une année. Enfin, je suis pas non plus astronome pour savoir exactement, mais bon, voilà, ça correspond à rien. La seule explication, parce que là, le problème, c'est que en 30 ans, en fait, depuis les années 70-80, en 30 ans, eh ben, les panneaux solaires, ils sont mis à produire dans les 20% de plus, quoi. Donc, si on fait un petit calcul, et si le Soleil continue à augmenter de puissance à la même vitesse, effet de serre ou pas, dans 100 ans, on va tous griller, on va avoir des canicules à 100 degrés. Alors, je dis pas que l'activité humaine n'en rajoute pas, parce que évidemment, c'est pas du tout le moment de rajouter des gaz à effet de serre. C'est comme quelqu'un qui est maraîcher, ou simplement quelqu'un qui a une voiture. En hiver, il peut fermer ses fenêtres quand il fait froid et rester dans sa voiture, même s'il y a un peu de soleil. Le soleil est bas à l'horizon, il chauffe pas. Voilà, tout le monde le sait. En hiver, quand il fait froid, on peut se mettre dans la voiture, fermer les fenêtres. Mais en plein mois de fin juin, début juillet, là, en plein mois de juillet, en plein soleil dans le sud de la France, eh ben, on n'a qu'à s'amuser à aller dans la voiture en plein soleil et puis de fermer les fenêtres. On va pas vivre longtemps. On est sûr de cuire. Donc moi je dis que les deux théories ne sont pas du tout opposées. Je comprends pas pourquoi les gens, il y en a qui disent non, c'est dû qu'à l'activité humaine, et des autres qui disent c'est dû pas du tout à l'activité humaine, c'est dû à d'autres facteurs. Ils disent même pas lesquels, mais bon. Enfin, je suis peut-être pas au courant parce que moi je regarde jamais les internet et tout ça, donc je me suis pas trop renseigné là-dessus. J'en ai entendu parler, c'est tout. Mais voilà, les gens trouvent toujours le moyen de se battre et de se disputer pour n'importe quoi, alors qu'en fait c'est pas du tout contradictoire. C'est complémentaire, quoi.
Mais il faut être conscient des choses, parce que évidemment, on veut pas le savoir que la vie n'est pas éternelle sur Terre. Et d'ailleurs, pour en revenir à ça, j'entendais un philosophe ou je sais pas qui parlait dans une radio il y a quelques jours là, et qui disait si les humains, nous les humains, on accepte l'idée de la mort, parce qu'après tout le monde sait qu'un jour ou l'autre on va mourir, quoi. Si on accepte l'idée de la mort, c'est parce que on sait que nos enfants vont continuer ce qu'on a commencé à notre place. C'est ça qui permet d'accepter l'idée de la mort. Et tous les êtres vivants, c'est la même chose pour tous les êtres vivants. Alors on peut bien se demander, oui, mais les gens qui n'ont jamais eu d'enfants, les gens qui sont stériles, apparemment, dans la société, on se comporte un peu comme des fois, comme il y a des gens, ils arrivent à faire comme si les enfants des autres étaient un peu les leurs, un peu comme à la limite des abeilles dans une ruche. Elles font en sorte de travailler pour faire vivre la ruche, et sans s'occuper de elles-mêmes pour leur compte personnel. Voilà. Alors c'est un peu paradoxal parce que dans la société actuelle, les gens sont de plus en plus individualistes, mais de toute façon, inconsciemment, vu qu'il y a aussi de plus en plus de gens stériles, inconsciemment, ça peut pas être. Parce que forcément, si on accepte l'idée de la mort, c'est que on sait qu'il y a d'autres enfants qui vont continuer à notre place. Voilà. Sinon, on pourrait pas l'accepter. Par contre, parce que des choses paradoxales, il y en a beaucoup. Moi, j'ai déjà observé que les gens qui ont le plus peur de la mort sont aussi les gens les plus suicidaires, ou même les gens qui finissent par se suicider sont en général les gens qui ont très peur de la mort. Un peu comme s'ils se diraient, il faut mieux que ce soit vite passé, parce que tellement, comme ça, j'arrêterai d'avoir peur, Mais c'est juste une observation. Après, le fait d'aimer la vie n'est pas le contraire d'avoir peur de la mort ou pas. On peut aimer la vie et pas avoir peur de la mort. Et après, pour en revenir à ces histoires de vie qui ne seraient pas éternelles, le problème, c'est que ça fout le moral à zéro. Si on le pense comme ça, qu'on peut rien y faire et que la vie sur Terre sera finie. C'est comme si on dirait, on serait tous stériles, on n'aura plus jamais d'enfants. Ce qui peut peut-être arriver d'ailleurs. Mais bon, du coup, on pourrait plus accepter l'idée de la mort. Mais le truc, c'est que en fait, normalement, il faut absolument qu'on trouve un jour ou l'autre le moyen de voyager dans l'espace et d'aller répandre la vie sur d'autres planètes qui sont stériles, et y compris toutes les graines des plantes et tout ça. Voilà. Mais je pense que d'ailleurs c'est sûrement une des raisons d'être des humains. Ah, donc ça serait de s'implanter de partout au final. Oui, mais c'est pas de s'implanter, parce qu'en fait moi je pense que depuis toujours, si on y réfléchit bien, parce que mais il faudra que j'explique beaucoup plus de choses, mais j'ai constaté, j'en ai les preuves et tout, c'est que en tout cas les arbres et beaucoup de végétaux sont beaucoup plus intelligents que nous. Évidemment, ils n'ont pas le moyen de marcher ou de se déplacer, mais ils sont plus intelligents. Ils peuvent élaborer des stratégies et deviner à l'avance ce qu'un humain comme moi va faire et fera dans les années suivantes, et résoudre le problème, comme des vrais joueurs d'échecs, mais vraiment très très intelligents. Donc, et en fait, il y a que deux choses que les végétaux ne peuvent pas faire. C'est que comme ils peuvent pas se déplacer, ils ont besoin de se faire féconder, soit par des insectes ou des papillons,
Et ils ont un deuxième problème, c'est que toutes leurs graines ne tombent pas à leurs pieds, parce qu'il n'y a pas la place pour qu'elles se développent. Mais ça, ils ont trouvé aussi des stratégies pour que des animaux mangent des fruits, avalent les graines et aillent les chier plus loin pour les re-ensemencer, ou des autres qui font des ailes sur les graines pour que le vent les disperse. Mais ils ont chacun leur stratégie. Et du coup, voilà. Mais je pense que nous, on a toujours été plus ou moins, même beaucoup, au service des plantes et des arbres. Ah ouais, c'est super intéressant ce que tu dis là. Est-ce que tu peux développer du coup? Oui, voilà, parce que quand on observe un peu, d'une façon un peu détachée, qu'on observe tout ce qui se passe dans la nature, je peux dire que oui, on est les serviteurs des plantes et surtout des arbres. Alors, même s'il y a des gens qui vont les couper, et machin, mais en règle générale, bon, de toute façon, les arbres se font aussi de la concurrence entre eux, contrairement à ce que certains pensent. Et quand il y a une forêt où il y a des arbres très très serrés, au bout d'un moment, il y en a qui grossissent et les autres qui meurent, parce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Ça, moi je l'ai observé. Il y a des forêts que je connais et que je connaissais quand j'étais petit, je les ai connues 20 ans après, maintenant ça fait plus de 50 ans que je les connais, et au fur et à mesure, il y a les 3/4 des arbres qui sont morts parce qu'il n'y avait pas la place. Alors là, ils se sont pas entraînés, ils se sont étouffés les uns les autres. Toi qui es beaucoup dans la nature, toi qui es connecté à tout ça, est-ce que tu as déjà réfléchi à des solutions? Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je veux préciser que je ne parlerai pas de tout ça et je voudrais même pas y penser si j'aurais pas trouvé et je connaîtrais pas des solutions. Et il y a des solutions hyper simples, en fait. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, c'est que les humains ont une devise, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Alors que souvent, le plus simple, c'est la meilleure solution. Alors ça dépend pourquoi quand même, mais il y a deux choses. C'est que il faut penser que dans l'avenir, il faudra quand même trouver, comme d'ailleurs le font, et ils travaillent pas mal de milliardaires comme Elon Musk ou d'autres, il faudra trouver des solutions pour voyager dans l'espace, s'éloigner du soleil, ou aller sur d'autres planètes, sur d'autres soleils. Alors il faut quand même que je précise, il paraît que rien que dans notre galaxie, il y a plus d'étoiles que de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Alors je sais pas si c'est pas un peu exagéré, mais en fait il y a des milliards d'étoiles rien que dans notre galaxie. Et il paraît qu'il y a encore plus de galaxies que d'étoiles dans notre galaxie. Ce qui fait que c'est quasiment, on peut dire, on sait pas si c'est infini, mais c'est incroyablement. Donc, en s'occupant que des étoiles qu'il y a dans notre galaxie, il y en a quelques-unes qui sont plus grosses que notre Soleil, il y en a qui sont comme notre Soleil, qui sont faites pour vivre quelques millions d'années seulement et qui explosent en supernova, il y en a qui, comme notre Soleil, qui sont pas tout à fait géantes, mais pas loin, qui vont finir comme j'ai expliqué. Et puis, il y en a au moins la moitié qui sont des naines rouges ou des naines oranges. C'est d'ailleurs qu'on les voit même pas parce que la plupart on peut pas les voir. Il faut des télescopes vraiment comme il faut pour les voir. Mais ces naines rouges ou naines oranges, elles ont des durées de vie qui n'est pas de 10 milliards d'années comme notre Soleil. Elles ont des durées de vie qui sont entre 300 et 400 milliards d'années. Beaucoup plus long. Donc il y a les gens de la NASA et d'autres qui essayent de repérer des planètes qui seraient habitables autour d'étoiles comme ça. Ce serait déjà pas mal. Voilà. Et si on pense que la moitié, rien que si on va sur une seule plage, on voit toute la quantité de grains de sable qu'il y a, c'est quasiment infini, quoi. Donc,
forcément des planètes qui peuvent être potentiellement habitables, il y en a des milliards. Et forcément, il y en a peut-être avec de la vie dessus, mais c'est pas sûr. Après tout, on est de plus en plus certain que même la vie sur Terre, elle est venue de l'espace, à l'origine. Donc, en fait, on ne sait pas s'il y a d'autres entités vivantes, qu'on pourrait dire des extraterrestres ou quoi, qu'ils ont déjà trouvé le moyen de voyager dans l'espace interstellaire et tout ça. Mais c'est possible. En tout cas, nous, il faut qu'on trouve le moyen de faire ça et de répandre la vie dans l'univers, parce que moi, je suis persuadé que l'univers aime la vie. Voilà. Et que, comme on fait partie de la nature c'est la vie. Et ben, on est là aussi pour répandre la vie. Est-ce que la vie et l'amour aussi, est-ce que tu penses que ces Oui. deux mots vont ensemble? Ah oui, je pense que ces mots-là vont ensemble. Absolument. Voilà. C'est très important. Et donc, et c'est d'autant plus important que, en fait, trouver des solutions pour ça, et aussi pour pouvoir se donner le temps, parce que si dans 100 ans tout le monde grille tellement il fait chaud et qu'il n'y a plus rien qui pousse et qu'il n'y a plus à manger, ça va poser un problème. Voilà. Sans compter que les mers risquent d'augmenter de 150 ou 400 mètres de hauteur si toutes les glaces fondent, il y aura plus beaucoup de places habitables non plus. Parce que la France, par exemple, à part les Alpes, le Massif central et quelques montagnes, les 3/4 de la France, il y en a plus. Même si ça augmente que de 150 mètres. On se rend pas compte. Mais là, si ça ferait ça, l'Espagne serait une île, quoi. Par exemple. Donc, faut trouver des solutions. Sinon, alors le truc, c'est que apparemment, il y a plein de gens y compris des écologistes et tout ça, pour qui la solution est très simple, c'est que en fait, il y a trop d'humains sur Terre, que c'est les humains qui détruisent tout et qui font que des conneries et qui polluent et que tout est de la faute des humains. Et qui pensent que pour résoudre le problème, il faut réduire la population mondiale. Voilà, il y a même des discours de secrétaires d'État américains, comme par exemple un certain Robert McNamara qui avait fait un discours qu'il faudrait pas qu'il y ait plus que 600, un discours officiel, plus que 600 millions d'humains sur Terre. Voilà. Donc ça c'est une façon de voir. Que de réduire la population mondiale, mais ça ne résoudrait pas du tout le problème. Ça résoudrait peut-être le problème des gaz à effet de serre, mais ça résout pas le problème que si le soleil grossit, gaz à effet de serre ou pas, on va finir par griller quand même. Je vois pas en quoi ça résout le problème. Ensuite de ça, moi je pense que au contraire, on a besoin d'un maximum d'intelligence et aussi de petites mains pour travailler, parce qu'il y a une autre chose, c'est que d'abord faut qu'on trouve le moyen de pouvoir voyager dans l'espace. Donc là, pour ça, il faut peut-être quand même pas mal de temps, et pour ça, il faut se donner le temps. Donc il faut deux choses, c'est un maximum d'intelligence, donc plus il y a des gens, et plus, voilà, et donc, il faut, pour se donner le temps, ça, je connais aussi les solutions. Voilà. Parce que, évidemment, tout ça, j'y penserais pas si je connaîtrais pas les solutions. Alors, c'est pas compliqué. Les solutions hyper simples. C'est pas du tout de faire des trucs de pulvériser des aérosols de particules dans l'atmosphère pour réduire de 1 ou 2 degrés la température sur la planète. C'est, en plus, ça polluerait et ce serait toxique et tout, et c'est aberrant. Mais il y a des solutions beaucoup plus raisonnables et qui pollueraient pas. C'est qu'on sait, par exemple, que quand il y a eu des ères glaciaires, eh ben,
ça mettait très longtemps à se réchauffer parce que comme la plupart des terres étaient couvertes de neige et de glace, ça réfléchissait dans l'espace 80% de l'énergie du soleil. Donc ça restait froid, puisque 80% de l'énergie du soleil était réverbérée vers l'espace. Ça renvoyait l'énergie dans l'espace. Donc ça restait froid pendant des milliers d'années des fois. Chaque fois qu'il y a eu des aires glaciaires, ça faisait ça. Donc maintenant, tout est en train de fondre là, parce que ça fait plusieurs étés que ici en France, dans le sud, il fait pas spécialement chaud, enfin cette année en tout cas. Mais quand j'ai entendu de temps en temps à la météo que, par exemple, au mois de juin, il faisait plus de 38 degrés à l'ombre dans le nord du Groenland, dans le cercle arctique, et en Sibérie aussi. C'est tout comme le Canada aussi. Ou des canicules pas possibles au Canada, de plus de 50 degrés. Voilà. Donc ça veut rien dire si à un endroit il fait mauvais que c'est la température globale qui compte. Mais pour en revenir à l'histoire, comment faire pour réguler la température sur Terre et pouvoir continuer à vivre pendant plusieurs milliers d'années, voire plusieurs dizaines ou même centaines de milliers d'années, sur la Terre parfaitement bien, et se donner le temps de pouvoir voyager dans l'espace, eh ben c'est très simple en fait. Premièrement, déjà, avant de continuer à utiliser du pétrole, du charbon et tout ça, on a intérêt à développer les panneaux solaires, parce que même si on compterait pas les gaz à effet de serre, rien que du brûler du pétrole, ça rajoute de la chaleur. Par exemple, on sait bien que dans une ville où les gens se chauffent, il y a toujours 2-3, en hiver, il y a 2-3 degrés de plus. Ça dégage de la chaleur aussi. Donc si on utiliserait l'énergie du soleil en faisant pas mal de panneaux solaires, eh ben c'est de la chaleur en moins qui serait convertie en électricité. Après, d'un point de vue physique, une fois qu'on réutilise l'énergie électrique des panneaux solaires, ça refabrique de la chaleur, d'une manière ou d'une autre. Tout mouvement refabrique de la chaleur. Mais au moins, on n'aurait pas brûlé du pétrole en plus. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une chose. Mais pour en revenir à l'effet réfléchissant de la glace et de la neige, eh ben, moi, j'ai vu des équipes de télévision et tout ça qui sont venus me voir. Ils avaient des toiles réfléchissantes. Comme des toiles, comme des voiles de bateau, enfin, on peut fabriquer ça, et ça réfléchit à peu près aussi 80% de la lumière. Donc, en fait, pour réguler la température sur la planète, il faudrait faire, par exemple, des mi-ombrages dans les champs qu'on cultive, et mettre 1 mètre sur 2, on met des toiles comme ça qui réfléchissent l'énergie du soleil dans l'espace. Et après, il faut calculer selon que si la température se réchauffe, qu'on a besoin plus ou moins de refroidir, de réguler, on peut mettre la quantité qu'il faut. Voilà. Et même si le soleil continue à chauffer plus, eh ben, on en met un peu plus. Et voilà. On peut régler la température sur la planète comme on veut, en gros. En plus, même pour l'agriculture, parce qu'il y a des gens qui font des trucs. Moi, j'ai discuté avec un gars qui installe des panneaux solaires l'autre jour. Il me dit, ah oui, mais il y a des réglementations maintenant qui interdisent de mettre des panneaux solaires dans les terres agricoles pour pas détruire les terres agricoles. Mais alors là, c'est encore une chose que des bureaucrates ont inventée, qui est totalement dingue. Parce que, par exemple, moi, j'ai vu un reportage sur une expérimentation qui a été faite du côté de Montpellier. Ils ont mis des panneaux solaires à mi-ombrage au-dessus d'une vigne. C'est-à-dire que ils ont fait 1 mètre avec des panneaux solaires, 1 mètre sans panneaux solaires, et ainsi de suite. Ou 1,50 m sans panneaux solaires. Je me rappelle plus exactement les chiffres, mais ils ont fait mi-ombrage avec des panneaux solaires. Résultat, il y avait dans le sol 48% d'humidité en plus. La vigne a super bien poussé, super bien produit. Ils n'ont pas eu besoin d'irriguer parce que maintenant, dans le sud de la France, ils irriguent les vignes. Bon, il y a plusieurs raisons pour ça, mais voilà, ils irriguent les vignes. Là, ils n'ont pas eu besoin. Et
ça marchait, non seulement ça produisait de l'énergie, mais en plus, ça a évité de devoir arroser, et la vigne a beaucoup mieux poussé que si elle était en plein soleil. Donc, je vois pas du tout en quoi ça empêche de cultiver. Évidemment, si on plante des poteaux dans une vigne, c'est pas trop gênant, puisque de toute façon, il y a des rangées de vignes. Mais dans un champ de céréales, si on plante des poteaux tous les 5 ou 10 mètres, pour mettre des panneaux solaires, forcément, les tracteurs, ils peuvent pas travailler pour passer. Ça, c'est... Mais par contre, pour les gens, par exemple, les agriculteurs qui ont des brebis, des pâturages pour les brebis, pour les moutons, eh bien, l'herbe, elle pousse beaucoup mieux sous les panneaux solaires. Alors, pareil qu'il y en a qui ont dit, dans les bureaucrates qui ont fait les réglementations, que non, on peut pas mettre des moutons sous les panneaux solaires parce qu'ils pourraient bouffer des câbles. Sauf que ça, je m'excuse, mais les moutons n'ont jamais bouffé ni les écorces d'arbres, ni aucun câble, ni rien du tout. C'est pas des chèvres. Les chèvres, oui. Les chèvres, on laisse un tracteur dans une bergerie où il y a des chèvres, et on le retrouve sans accélérateur, sans câble, sans rien. Elles bouffent tout. Mais les moutons, non, ils touchent à rien. La seule chose qui les intéresse, c'est l'herbe. Donc, s'il y a des bureaucrates qui inventent des réglementations comme ça, c'est qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Je m'excuse, mais il faudrait bien de se renseigner, quoi, ou de regarder par eux-mêmes avant de pondre n'importe quoi. Donc, voilà, ça c'est... en tout cas, ce qui est certain, c'est que partout où on fait pâturer pas des chèvres, mais les vaches, c'est peut-être gênant parce que les vaches, quand même, c'est costaud et si ça se frotte contre un poteau, ça peut le renverser. Mais les moutons, il y a aucun problème. On peut mettre des panneaux solaires à mi-ombrage, l'herbe, elle poussera le double mieux, et c'est tout un avantage pour les moutons et tout avantage pour fabriquer de l'énergie. Donc voilà. Alors ça, c'est une chose. Et après, une fois qu'on a mis toute la quantité de panneaux solaires qu'on a besoin, eh ben là, il faut faire après des mi-ombrages avec des toiles réfléchissantes. Et là, on peut réguler toute la température sur la Terre. Et ceux qui racontent, parce que là, par exemple, j'entendais encore une ministre, là, je sais pas laquelle ministre, j'ai pas entendu le début de l'émission radio, en conduisant, là, et une ministre d'Emmanuel Macron, là, qui expliquait que c'est scientifique, qu'il fallait continuer le nucléaire, pour décarboner l'énergie, pour pas utiliser du pétrole et du charbon, que c'était obligatoire de continuer le nucléaire, et que c'est prouvé scientifiquement, machin et tout, et que les énergies renouvelables, comme le solaire, l'éolien, sont seulement intermittents. Donc, si on ferait que ça, on serait obligé de faire produire de l'électricité avec du gaz ou du charbon, quoi, ou du pétrole. Mais c'est totalement aberrant. Totalement. Parce que la réalité, c'est qu'on peut très bien stocker l'énergie solaire. Mais vraiment très bien. Et très simplement. Parce que, par exemple, j'ai vu dans une émission sur Arte, qu'il y a des scientifiques qui ont estimé, qui ont calculé, que si on prendrait la grandeur d'un département français, comme le département de l'Hérault, par exemple, dans le Sahara, et qu'on le couvrirait de panneaux solaires, ça produirait plus d'énergie électrique qu'en consomme le monde entier. Sauf que, évidemment, on pourrait bien le mettre dans le Sahara, mais après, on pourrait pas conduire l'électricité partout. Ça, c'est pas possible. Mais ça, en théorie, quoi, la grandeur d'un département français, ça produirait plus d'énergie qu'en consomme le monde entier. En tout cas, d'énergie électrique. Donc, c'est phénoménal. Et ce qu'on sait aussi, c'est que tous les 10 ans, en France, il y a l'équivalent d'un département français de terres agricoles qui disparaît parce qu'il y a des nouvelles constructions. De routes, de parkings, de supermarchés, d'entrepôts, de tas de trucs, des nouvelles constructions. Ben déjà, il suffirait de rendre obligatoire toutes les constructions de hangars, de mettre des panneaux solaires dessus. Et en 10 ans, on aurait la surface d'un département, quoi. Donc, on pourrait produire peut-être pas autant que dans le Sahara, et peut-être pas autant qu'en consomme le monde entier,
mais peut-être suffisamment ou l'équivalent de ce que consomme l'Europe entière. Hein. Et après, voilà la question de stocker l'énergie solaire. Eh ben c'est très facile de stocker l'énergie solaire. Il suffit par exemple de faire de l'air comprimé. Et l'air comprimé, je sais que les Autrichiens ont déjà expérimenté ça. Voilà, il suffit de faire quand ça produit trop d'électricité, bon, on fait tourner des compresseurs, on stocke de l'air comprimé. Tous les gens qui vont dans un garage se faire changer leurs pneus, ils voient bien, avec de l'air comprimé, on fait tourner des clés à choc, n'importe quoi, mais on peut faire tourner un alternateur qui produirait de l'électricité. Donc pendant la journée, on fait de l'air comprimé, et la nuit, ou les jours où il n'y a pas de soleil, on refabrique de l'électricité en faisant tourner des alternateurs. Il n'y a rien de plus simple. Et ça restitue entre 80 et 85% de l'énergie. Ça dépend de la température de l'air comprimé, en fait. Mais disons 80%. Et c'est nettement mieux que les batteries. Parce que par exemple, des batteries, même les meilleures batteries, ça ne restitue que 30% de l'énergie qu'on met dedans. C'est-à-dire qu'on met 100 kW dedans, il ne ressort que 30 avec des batteries. Si on met 100 kW dans de l'air comprimé, on en ressort 80 ou 85. C'est pas mal. Après, il y a même d'autres méthodes. Parce que j'ai un copain, il m'a expliqué, c'est pas encore peut-être officiel ou quoi, mais il paraît que Elon Musk et ses ingénieurs ont trouvé un système pour stocker l'énergie solaire et tout ça, qui restituerait 92%. Et en fait, c'est hyper simple. Il suffit de monter, de faire tourner un moteur qui avec la démultiplication qu'il faut, de monter un bloc de béton en haut d'une grue. Et après, quand on a besoin d'électricité, on laisse redescendre le bloc de béton qui fait tourner un gros alternateur, comme avec la démultiplication qu'il faut. Et pendant, par exemple, toute la nuit, ça fabrique l'électricité. Et là, ça restitue 92% de l'énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de perte. Pour avoir une idée de comparaison, quand on fait une centrale nucléaire et que on doit amener l'électricité à 100 km, ou même à 50, et ben là, dans tous les réseaux de lignes à haute tension, on perd 80% de l'énergie. Donc, faut mieux faire de l'énergie d'une façon locale et ne pas perdre 80% de l'énergie dans les lignes à haute tension. Et si en plus on a le moyen de stocker l'énergie solaire et d'en récupérer 80 ou 92%, c'est bien mieux que tout ce qui fonctionne, ou que des centrales nucléaires qui sont d'ailleurs tellement dangereuses, contrairement à ce que racontent tous les gens qui sont pour le nucléaire, machin. Il y a une raison simple. C'est les assureurs. C'est leur métier de savoir ce qui est dangereux et risqué et dans quelle mesure c'est dangereux. C'est leur métier d'estimer le danger. Parce que sinon, ils feraient faillite, tous les assureurs. C'est vraiment la base de leur métier. Et bien, pour tous les assureurs au monde, le nucléaire n'est pas assurable. C'est inassurable. D'ailleurs, il n'y a aucune centrale nucléaire qui soit assurée. Pour la bonne raison qu'aucun assureur n'accepte d'assurer rien du tout qui ait un rapport avec les centrales nucléaires, ni d'ailleurs avec le nucléaire. Il y a encore 20 ou 30 ans, dans tous les contrats d'assurance, c'était toujours écrit, sont exclus tous les risques liés au nucléaire civil ou militaire. Maintenant, ils ont trouvé une formule encore plus sûre. C'est écrit, dans tous les contrats d'assurance, sont exclus tous les risques liés à la fission ou à la désintégration d'atomes. Ce qui veut dire d'ailleurs exactement la même chose. Mais de façon encore plus sûre, au cas où ça viendrait du soleil. Voilà. Donc, les gens comme certains politiques ou des gens comme Éric Zemmour là qui disent qu'ils sont pour le nucléaire et pour l'indépendance de la France, d'ailleurs c'est complètement aberrant puisque l'uranium vient du Niger et du Mali. C'est pas, je vois pas en quoi ça assurerait l'indépendance de la France.
C'est n'importe quoi. Mais surtout, c'est tellement dangereux qu'il n'y a aucun assureur qui veut les assurer. Quand il y a une catastrophe comme à Fukushima, c'est pas compliqué. Tous les gens qui avaient des propriétés, des maisons, machin, ils ont été évacués, et ils se sont retrouvés SDF. Vous pouvez avoir, n'importe qui peut avoir une villa, une propriété qui vaut 1 million d'euros. Il y a une centrale nucléaire qui pète, il faut partir. Et il y a personne qui rembourse, rien, absolument rien. Donc voilà. Et forcément, si les assureurs, parce que moi je me suis renseigné, j'ai demandé à tous les assureurs, j'ai fait plein d'assureurs, et j'ai demandé si au moins ils pourraient assurer ma propriété et mes enfants et tout ça pour les risques liés à des centrales nucléaires. Ils m'ont tous dit non, c'est pas possible. Le nucléaire pour nous, c'est un risque maximum avec des conséquences illimitées dans le temps et l'espace. Donc c'est inassurable. Alors évidemment, il y a l'État qui prétend assurer les centrales nucléaires, mais en fait, il les assure à hauteur de 92 millions. C'est-à-dire, même pas de quoi rembourser toutes les propriétés d'une seule commune. Alors que s'il y en a une qui a un accident, il faudrait évacuer au minimum un département ou même normalement la moitié de la France. Sauf que l'État ne possède pas ni un département de remplacement, ni une France de remplacement, ni la moitié de la France en remplacement. Il faudrait posséder un pays vide, avec déjà toutes les maisons et tout, et avec le même climat, et pouvoir déménager tout le monde. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment, c'est tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui pensent ou s'imaginent que les panneaux solaires, la fabrication, tout ça, c'est pas recyclable, voire même super polluant. Quel est ton avis là-dessus? Alors, là, il faut être clair. Les panneaux solaires, non seulement c'est absolument pas polluant, sauf si on les fabrique avec du pétrole pour les fabriquer, mais une fois qu'on en a quelques-uns, on a suffisamment d'énergie pour continuer à en fabriquer d'autres. Donc, en dehors de ça, c'est absolument pas polluant. Tous les panneaux solaires sont fabriqués avec des cellules en silicium. Et quand on fabrique de toute façon de l'aluminium, on fabrique aussi du silicium. Parce que pour fabriquer l'aluminium, il faut savoir la couche terrestre est à ce qui paraît constituée à 80% ou 90% de silicate d'aluminium. Alors le silicate d'aluminium, c'est absolument pas dangereux c'est comme l'argile, voilà. Mais il faut beaucoup d'énergie pour séparer les atomes de silicium et d'aluminium. Parce que dans la nature, l'aluminium n'existe pas. Le silicium pur, ça existe plus ou moins parce que, par exemple, du quartz, c'est du silicium pur. Voilà. Mais l'aluminium pur n'a jamais existé sur Terre. À part maintenant qu'on le fabrique. En séparant les atomes qui forment le silicate d'aluminium. Pour ça, il faut beaucoup d'énergie. Mais justement, les panneaux solaires fabriquent beaucoup d'énergie et permettent d'en fabriquer d'autres. Donc, à part ça, il faut quand même être clair, c'est que les cellules photovoltaïques à base de silicium, elles sont éternelles. Elles n'ont pas du tout besoin d'être recyclées. C'est une aberration de raconter ça. Elles sont éternelles. La seule chose qui n'est pas éternelle, c'est les soudures à l'étain qui les relient entre elles pour envoyer l'électricité où on en a besoin. Et des fois, au bout de 30 ans ou 40 ans, elles peuvent s'oxyder et ne plus conduire l'électricité. Mais il suffit de refaire les petites soudures à l'étain. Voilà. Sinon, c'est éternel. Maintenant, ils ont trouvé le moyen, justement, que ce soit beaucoup plus durable, de souder sans qu'il y ait des bulles d'air à l'intérieur des soudures. Du coup, ça s'oxyde beaucoup, beaucoup moins. Et la durée de vie est beaucoup plus longue. Elles sont garanties au moins 30 ans ou plus. Voilà. Mais sinon, il y a rien. Il n'y a pas à recycler ou quoi. Ces histoires-là, en fait, ça vient d'Areva. Il y a 20-30 ans, Areva, pour contrer les énergies renouvelables, a monté une filiale où ils ont fabriqué des panneaux solaires expressément avec des métaux lourds, genre cadmium et tout ça, très dangereux, et qui en plus produisaient très mal, qui produisaient que par,
je crois presque la moitié moins que les autres panneaux solaires au silicium, et qui en plus au bout de 10 ou 15 ans marchaient plus du tout et il fallait les recycler, et du coup comme c'était fait avec des métaux lourds, c'était très polluant. Du coup en fait ils ont pas du tout fait ça pour fabriquer des panneaux solaires et les vendre, ils ont fait ça pour pouvoir envoyer des comptes rendus dans toutes les universités de France, comme quoi les panneaux solaires, c'est très difficile à recycler, très polluant et dangereux et néfaste pour la santé, la nature et tout ça. Voilà. Mais c'était, apparemment, uniquement leur seul but, c'était de discréditer les énergies renouvelables. Alors bon, il peut y avoir plusieurs raisons. C'est déjà la fuite en avant. C'est que, normalement, pour construire toutes les centrales nucléaires, EDF et Areva et tout ça, sont engagés à les démanteler quand elles seraient finies. Le problème, c'est que déjà, ça a coûté pas mal d'argent, enfin des milliards, de les construire, et il paraît que ça coûte jusqu'à 300 fois plus de démanteler. Donc, en fait, EDF et d'ailleurs l'État français ferait faillite s'ils devraient démanteler les centrales nucléaires. Donc ils font tout pour repousser l'échéance. Ça c'est ce qu'on appelle la fuite en avant. Voilà. Après il peut y avoir une deuxième raison. Moi j'ai vu une fois une émission très intéressante sur Arte encore qui s'appelait la 4e ou 5e révolution, je me rappelle plus exactement, et qui expliquait qu'en fait pour avoir vraiment le pouvoir sur Terre, parce qu'apparemment il y a des gens qui, au lieu de chercher l'amour, préfèrent avoir le pouvoir. Ils s'imaginent sûrement que le fait d'avoir du pouvoir va leur procurer de l'amour, parce qu'en fait seule chose qui fasse vraiment du bien, c'est l'amour. Mais il y a des gens qui s'imaginent que l'argent, le pouvoir va leur procurer de l'amour, quoi. Ce qui est d'ailleurs passablement aberrant. Parce que c'est faux. Ça peut faire un semblant d'amour. Mais c'est comme d'être aimé d'une femme ou d'aller voir des prostituées, c'est peut-être pas vraiment la même chose. Et bon, n'empêche que le monde fonctionne comme ça, les gens courent après le pouvoir et l'argent. Et pour avoir le pouvoir, il y a deux choses très importantes. C'est que c'est pas d'avoir une police ou une armée ou quoi. Il suffit de regarder l'histoire. Par exemple, le Shah d'Iran, à l'époque, il avait une super armée, une super police, tous les pouvoirs. Et ben, en quelques mois, il s'est fait dégager. Il s'est enfui de son pays. Voilà. C'est pas ça qui peut faire qu'on peut avoir le pouvoir. En fait, il y a que deux choses qui peuvent donner vraiment le pouvoir. C'est avoir le monopole sur la nourriture, sur la bouffe, et donc sur l'agriculture. Et là, pour avoir le monopole vraiment sur l'agriculture, il suffit de détenir les semences. Parce que sans semences, il n'y a pas d'agriculture. Et le deuxième truc, c'est d'avoir le monopole sur l'énergie. Et dans cette émission, ils expliquaient qu'en fait, il y a tous ceux qui ont le pouvoir, en fait, freinent des quatre pieds contre le développement des énergies renouvelables. Pour une bonne raison, c'est que les énergies renouvelables, que ce soit les panneaux solaires, les éoliennes, qu'elles soient grosses ou petites, eh ben, en fait, n'importe qui peut installer des panneaux solaires dans son jardin ou sur son toit. N'importe qui, toutes les fermes peuvent devenir indépendantes et autonomes. Toutes les communes ou les communautés de communes peuvent devenir autonomes et indépendantes. Et donc, il n'y aurait plus de pouvoir centralisé. Puisque tout le monde pourrait devenir indépendant avec les énergies renouvelables. Et comme c'est un des deux piliers du pouvoir, eh ben, ceux qui ont le pouvoir, ils font tout ils disent officiellement, oui, il faut développer les énergies renouvelables, il faut sauver la planète, mais ils font tout contre. Voilà. Est-ce que du coup tu penses qu'on peut dire que tu détiens un certain pouvoir avec tes semences ? Non, loin de là, hein. Et puis c'est même pas mon but, puisque d'ailleurs j'explique à tout le monde comment faire soi-même ses semences et tout ça. Et
Et de toute façon, même si on en a un peu des semences, on n'a pas de quoi fournir des semences à un pays entier, ni même à un département, ni rien. C'est anecdotique. Voilà. Mais par contre, ça peut être embêtant pour ceux qui l'ont, parce que comme je me permets d'expliquer à tout le monde comment faire soi-même de la sélection et ses semences et tout ça, voilà, ça peut être gênant. Je peux dire que tu es un homme plein d'amour, entre ta femme, tes enfants, toutes tes plantes que tu chéris. Je te vois, hein, quand tu travailles, tu connais toutes tes plantes par cœur. Pourtant, il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Et tu sais exactement laquelle a un problème, laquelle est en pleine forme. Du coup, est-ce qu'on peut dire que tu es comblé d'amour par tout ça? Ah oui, on peut dire ça, oui. Oui, c'est sûr, les plantes, je me sens aimé par les plantes, oui. Et mes enfants et ma femme et tout ça, oui. Et pas mal de gens aussi. Ça se voit que les plantes t'aiment, hein, parce que quand on te voit avec tes plantes, on sent qu'il y a une réelle interaction, je dirais, énergétique. C'est surtout que, parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils parlent à leurs plantes, mais moi, surtout, je les entends. Parce que la communication, ça marche mieux dans les deux sens. On n'a pas tellement envie d'écouter quelqu'un qui n'écoute jamais ce qu'on dit. Et les plantes, c'est pareil. Ça sert à rien de vouloir leur parler si on n'est pas capable de les entendre. Tu m'avais déjà dit que tu avais rêvé de tes plantes dans le futur. Par exemple, tu fais un semis et tu avais rêvé que de la plante, comment elle serait plus tard, après avoir poussé toute la saison. Et tu avais vu effectivement que ces plantes se sont développées comme tu l'avais rêvé. Ah C'est oui. quand même incroyable. Mais ça, c'est un peu autre chose, ça. C'est... Comment dire? D'ailleurs, il y a un physicien qui travaillait sur le temps, l'espace-temps, et tout ça, et qui expliquait ça, ce phénomène. Et je me rappelle pas trop comment il expliquait ça, mais en fait, c'est une question de voir un futur possible. Mais de toute façon, c'est un peu comme les prémonitions, tout ça. Normalement, l'esprit est plus ou moins capable, je pense, de voyager dans le temps. Voilà. Donc on peut, ou en tout cas on peut voir un avenir possible. Tu parlais tout à l'heure de certaines personnes qui veulent réduire la population mondiale, développer l'intelligence des gens, tout ça. Comment tu verrais les choses afin de développer l'intelligence des gens, justement? C'est que déjà, c'est vraiment pas le moment de vouloir réduire la population mondiale, parce que déjà on a besoin de pouvoir travailler pour à ce que si le soleil chauffe plus et qu'il faut régler la température mondiale, il y a quand même beaucoup de boulot pour installer des panneaux solaires pour capter une partie de l'énergie du soleil, beaucoup de boulot pour installer des panneaux réfléchissants et faire des mi-ombrages. Et voilà, il y a énormément de travail, ça c'est une chose. Et ce que je disais surtout, c'est qu'il y a besoin d'un maximum d'intelligence. Et ça implique deux choses. Déjà, de pas réduire la population mondiale, comme je l'ai déjà dit, mais surtout de faire en sorte et donner la possibilité aux intelligences de se développer. Le problème, c'est que tous les gens qui ont toujours, depuis tout temps, les gens qui ont le pouvoir, et surtout, enfin, peut-être pas depuis tout temps, mais depuis pas mal de temps, quelques dizaines d'années ou peut-être une centaine d'années, mais surtout la dernière décennie, les gens qui ont le pouvoir ont très peur de l'intelligence. Ils préfèrent ils pensent que si les gens sont comme des moutons, ils auront plus facile à avoir le pouvoir. Mais c'est complètement aberrant. Moi, ça me paraît complètement aberrant. D'ailleurs, des gens qui sont comme des moutons peuvent tout à coup se transformer en véritable meute de loups. La bêtise peut devenir très méchante aussi. Et je vois pas du tout pourquoi il faudrait avoir peur de l'intelligence. C'est pas parce que les gens seraient intelligents ou plus intelligents que ceux qui ont le pouvoir ils le perdraient, sauf si eux-mêmes sont complètement idiots. Ce qui arrive. Mais
Voilà. Mais la question, parce que ça c'est important aussi, hein, parce que en fait moi j'ai eu en stage des neurobiologistes qui travaillaient sur l'influence de l'alimentation sur l'intelligence. Alors faut être bien conscient d'une chose, c'est que déjà eux ils m'ont expliqué qu'en fait c'est phénoménal, hein, c'est incroyable, et ça m'a rappelé des proverbes, en fait des dictons hein, qui disaient dans l'ancien temps, tout le monde disait on est ce qu'on mange. Si tu manges de la merde, eh ben t'es une merde, et si tu manges des bonnes choses, eh ben t'es quelqu'un de bien. En gros, ça veut dire ça, on est ce qu'on mange, et c'est loin d'être idiot. Et d'ailleurs, il y a des scientifiques maintenant qui le redécouvrent, puisque ils ont testé, par exemple, et ils ont pris des gens qui avaient un QI presque à la limite d'être débile mental, de genre QI de 70. Ils ont fait en sorte qu'ils ne mangent que bio pendant 6 mois, et il paraît qu'au bout de 6 mois, les gens qui avaient un QI de 70 avaient un QI de 110. Ce qui est phénoménal. Mais c'est aussi tout à fait logique. Parce que quand on mange des trucs qui sont pas bio, c'est rempli de pesticides et de tas de produits chimiques. Et il faut savoir une chose, c'est que la moitié des pesticides, ce sont des neurotoxiques. Voilà. Il y a une moitié, c'est des perturbateurs endocriniens et cancérigènes. L'autre moitié, c'est des neurotoxiques. Oui, des fois, c'est aussi cancérigène, tout ça, mais voilà. Tout ce qui est genre insecticides et tout ça, c'est des neurotoxiques. Alors, le problème, par exemple, quelqu'un il va dans un supermarché, il achète une bombe pour tuer les guêpes ou les mouches. C'est avec des neurotoxiques. Et il y a plein de gens qui l'ont fait, ils ont pulvérisé dans leur maison, ils en ont respiré, ils sont pas tombés raides morts, hein. Les mouches et les guêpes, elles tombent raides mortes. Pourquoi? Parce que tous les insectes, les animaux à sang froid et tout ça, n'ont pas ce qu'on appelle la barrière ménagée. Nous, en tant que mammifères, on a ce qu'on appelle la barrière ménagée. Ça veut dire que ces neurotoxiques ne traversent pas la barrière ménagée, et donc même si on en respire, on tombe pas raide mort comme une guêpe. Voilà. Mais ça veut pas dire que si on mange en permanence des fruits, des légumes, n'importe quoi, qui contiennent ces neurotoxiques, que ça va pas finir par s'infiltrer. C'est un peu comme si vous avez une piscine qui serait construite contre le mur de votre maison. D'ailleurs que le mur de votre maison serait aussi le mur de la piscine. Même si la piscine est parfaitement étanche, vous aurez toujours de l'humidité dans la maison. Parce que forcément, ça même si c'est infime, ça sointe. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Si on mange des trucs remplis de neurotoxiques, même qu'on a la barrière ménagée, ça finit par passer plus ou moins en travers. Et les neurotoxiques, ça permet pas de développer son intelligence. Bien au contraire. Et d'ailleurs, il y a aussi bien les paléontologues que tous ceux qui font des tests de QI et tout ça, ils sont tous d'accord, ils le voient. En 30 ans, le QI moyen des Français a diminué de 20 ou 30%. Voilà. Si on compare par exemple avec le nombre de mots qui sont utilisés couramment dans la langue française, c'est la même chose. Quand j'étais petit, il paraît que en moyenne, les gens utilisaient 800 mots de la langue française, ce qui n'est pas grand-chose, puisqu'il y a plus de 25 ou 30 000 mots dans la langue française. Mais maintenant, il paraît que c'est dans les 400. À ce compte-là, si on calcule que l'intelligence est liée à la diversité du vocabulaire, eh ben, on peut dire que en 50 ans, l'intelligence a diminué de 50%, de moitié, quoi. C'est quand même grave. Et d'ailleurs, ça correspond aussi un peu, parce que moi, je me rappelle, j'ai connu des personnes âgées qui avaient juste le brevet de l'école primaire. Ils étaient, on peut dire, plus intelligents, ils avaient plus de connaissances que les gens qui ont le bac maintenant. C'est quand même incroyable, quoi. Voilà. Et maintenant, c'est hallucinant. Des fois, je rencontre plein de gens qui sont étudiants, ingénieurs, et tout ça. On se demande de quelle planète ils sortent. Les gens maintenant sont même plus capables de réfléchir, ou alors
dans des fractions de choses, mais l'intelligence, c'est quand même la capacité de connecter des informations qui apparemment sont totalement différentes et de les connecter ensemble pour avoir une vue globale sur les choses. Voilà. Mais si on n'est pas capable de connecter deux ou trois informations pour réfléchir, c'est pas de l'intelligence, hein. Oui, donc il suffirait que tout le monde mange correctement. Il suffit déjà et pourtant de manger que bio, c'est pas parfait, hein, parce que tout est pas parfait dans ce qui est bio. Mais au moins, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a pas des pesticides dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les neurotoxiques, il n'y a pas des trucs cancérigènes et tout ça. Hein, même si c'est loin d'être parfait. Mais au moins, on est sûr de ça. Et ça a un effet déjà vraiment remarquable. Hein. Voilà. Donc c'est encore mieux si on mange des aliments qui sont carrément bénéfiques pour la santé. Et par exemple, nous, les semences qu'on fait, il y a eu des analyses de fait et tout ça, il y a jusqu'à 20 fois plus au moins de vitamines, d'antioxydants, de polyphénols, et si on fait des mesures de bioélectronique, ça il y a beaucoup de gens qui savent pas du tout ce que c'est, mais en fait la bioélectronique c'est simplement, hein, parce qu'il y a officiellement on dit en France que c'est n'importe quoi et tout ça, mais il y a plein de pays où on l'utilise tout à fait sérieusement, hein. Et d'ailleurs celui qui prétend que c'est n'importe quoi, il est fou, parce que c'est pas compliqué. Tout être vivant a une certaine quantité d'électricité dans le corps. Le jour où on n'a pas d'électricité dans notre corps, c'est qu'on est bien mort, hein, et depuis un bon moment. Parce que voilà, tout être vivant a une certaine quantité d'électricité. Et ça peut se mesurer, et selon les paramètres, on peut voir, par exemple, on sait que tous les gens qui ont le cancer, ils ont tous les mêmes paramètres au niveau électrique. Ça, c'est un exemple. Et après, si on compare, si on regarde, on mesure les quantités d'électricité qu'il y a dans des plantes, des aliments, et ben, on voit qu'il y en a qui nous amènent vers le cancer, vers la maladie. Il y en a qui réduisent l'oxydation et qui nous gardent jeunes et en bonne santé. Ce qui est le cas pour tous les légumes qu'on fait avec nos semences, en tout cas. Voilà. Et à un point qui est même extraordinaire. Hein. Il y a des ingénieurs agronomes là qui travaillent avec l'INRA, tout ça, qui nous ont envoyé, ils sont venus nous voir, on a un peu parlé, ils ont visité les cultures et ils ont trouvé ça extraordinaire. Rachel leur a donné quelques tomates comme ça pour goûter et ils en ont profité pour les faire analyser. Voilà. Et puis ils nous ont envoyé gentiment le résultat des analyses. Est-ce que toi, ça t'a surpris de voir ces analyses-là, ou est-ce que tu savais déjà à l'avance du résultat? Je savais déjà à l'avance. Ça m'a juste fait plaisir de confirmer. En fait, j'avais jamais vérifié on n'avait jamais vérifié avec cette variété-là, hein, parce qu'on a vérifié sur une quinzaine de variétés et pas sur celle-là. Et ça confirme qu'en fait c'est la même chose pour toutes les semences qu'on fait, puisque on fait tout de la même façon. On parlait tout à l'heure de partager la vie dans l'espace, sur d'autres planètes et tout ça. Est-ce que tu crois que tes semences seraient capables de s'adapter à un milieu aussi difficile qu'est l'espace ou une autre planète? Ah oui, je pense, oui. Je pense, et puis je pense aussi, mais alors là, il faudra que dans une autre, que j'explique plus de choses sur les semences et tout ça, parce que bon, mais ce qu'on sait déjà, c'est que, par exemple, il y a des scientifiques qui ont prouvé, il y a déjà une vingtaine d'années, que le même gène dans une plante, selon ce qui l'entoure, peut faire avoir jusqu'à 36 000 fonctions différentes. Le même gène peut avoir jusqu'à 36 000 fonctions différentes, c'est-à-dire créer aussi 36 000 protéines différentes selon ce qui l'entoure. Et quand on connaît la quantité de gènes et qu'on sait que, en fait, la plupart des plantes ont le double de gènes que nous, humains, eh ben, ça donne des
possibilité quasi infinie, illimitée. Parce que je suis pas mathématicien, j'ai pas fait le calcul, mais c'est complètement dingue comme possibilité. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les effets épigénétiques. Mais les effets épigénétiques, ce qui entoure les gènes, eh ben on est loin de tout comprendre et de tout connaître, parce que maintenant les généticiens, ils arrivent à comprendre à quoi peut servir un gène, mais alors si ça change complètement à quoi il peut servir selon ce qui l'entoure, voilà, on appelle ça les effets épigénétiques. En gros, ça veut dire tout ce qu'on ne comprend pas. Et on est loin de tout comprendre. Mais en tout cas, les possibilités sont quasi infinies. Pour finir, as-tu une conclusion pour clore ce chapitre, qui est super intéressant? Oui, on peut dire ça, parce que en fait, là j'ai parlé en gros de pas mal de choses qui sont les causes. J'ai parlé des solutions aussi. Et en fait, si on y pense bien, en plus des solutions, je peux dire que je donne un but commun à l'ensemble des humains. Et ça, c'est un truc aussi important, parce que si on regarde l'histoire, de tout temps dans l'histoire, quand les humains ont eu un but commun, ils étaient toujours, ils ont jamais pensé à se battre entre eux, à se disputer, ils se sont toujours entraidés pour atteindre le but commun. Là, je pense que en observant les plantes, les animaux, tout, la nature, j'ai réussi à comprendre ce que nous on fait dedans, et le but qu'on peut avoir. Et comme je l'ai dit, le but, à mon avis, c'est que l'univers aime la vie et qu'on est là pour répandre la vie et la favoriser, et pas pour autre chose. Et donc, ça donne un but commun qui, en plus, est infini. C'est-à-dire, c'est pas comme de dire, tiens, on va construire un château fort, et puis une fois que le château fort est fini, eh ben, on n'a plus de but et on se bat entre nous. Non, là, c'est un but qui n'a pas de limite. Donc on pourra jamais dire qu'il est fini. Et c'est quand même important, parce que du coup, on a un but commun, et on n'a plus aucune raison de se battre entre nous, ni de se disputer, parce que les humains, c'est comme ça, quand ils ont pas de but dans la vie, ils s'emmerdent, et quand on s'emmerde, on emmerde les autres. Il y a qu'à voir les enfants, quand un enfant s'ennuie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller emmerder son petit frère, sa petite sœur, et trouver le moyen de se disputer en inventant n'importe quoi. Voilà, et les adultes, c'est pareil, c'est à plus grande échelle ou plus sérieuse, mais en fait, il y a rien de sérieux là-dedans, c'est n'importe quoi. Donc le but commun, ça serait de se reproduire. Oui, pas seulement. C'est aussi de faire en sorte qu'on puisse continuer à vivre pendant quelques dizaines de milliers d'années ou centaines de milliers d'années sur Terre, et d'arriver à faire trouver le moyen de pouvoir aller vers d'autres étoiles et trouver des planètes qui sont pour le moment stériles, mais qui sont potentiellement qui pourraient où la vie pourrait se développer. Et amener des semences et des graines et nous-mêmes et tout ça dessus. Tout ce qu'il faut pour que la vie se développe. Voilà. Tu penses qu'il faudra combien de temps pour arriver à... Peut-être beaucoup moins, ça dépend aussi si tout le monde comprend ça, qu'au lieu de se battre de façon stérile entre nous, et de dépenser l'énergie et l'argent et les moyens à n'importe quoi, à faire des guerres entre humains, entre pays, machin, ou des disputes complètement stériles entre voisins, simplement. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser, une fois j'ai vu une émission sur la longévité des Icariotes, des habitants d'Icar. Alors, il y avait plusieurs raisons, mais une des raisons, il paraît qu'ils ont un dicton sur leur île qui dit « il faut mieux avoir
une mauvaise année qu'un mauvais voisin. Ce qui fait qu'ils font tout pour être en bon terme avec leurs voisins. Et ça, c'est une des choses aussi les plus importantes, je pense. Il n'y a rien de pire que de se battre avec, se faire des procès et des machins avec les voisins. C'est complètement aberrant, alors qu'il suffit de se parler et de s'entendre. Et d'avoir un but commun. Et c'est encore mieux quand on a un but commun. Merci Pascal. Voilà.